Premier tournoi de l'année dans cette top list, le Glass City ayant regroupé plus de 95 joueurs. À la 4e place, nous avons une liste Astra Militarum dans le détachement Frappe de tête de pont, dont voici la liste. On commence avec un Deathcorps Marshal, les Fantômes de Gaunt, 3 Command Squad Militarum Tempestus dont l'un sera Seigneur de Guerre, et pour les deux autres unités, la première aura l'optimisation Projecteur Suaire, et la troisième unité, l'unité Vox de classe Bombast. À cela on rajoute une Platoon Command Squad, Slime Arbo et Ursula Creed. Du côté des unités de ligne, on va avoir 2 unités de 10 Catachans de Jungle, 2 unités de 20 d'Escorps de Krieg, 3 unités de 10 Tempestution et 2 plus petites de 5. Et pour ce qui est du reste, nous aurons une unité de 10 Attilan Rough Rider, 3 unités de 3 équipes d'armes d'appui, entièrement équipées de mortiers, une unité de Kasserkin, un Ogryn garde du corps, et on finit avec une unité de Tempestus Aquilon. La liste tête de pont s'est imposée comme une révélation sur la scène compétitive, exploitant des unités de Sion qui descendent des cieux pour frapper l'ennemi avec précision. Cette configuration s'affranchit des classiques Taurox Prime, préférant une approche plus agressive et dynamique. Ancrée par des unités de Krieg robustes et renforcée par des Kasserkin, pour les contre-attaques, le détachement combine mobilité et puissance. L'approche de cette liste repose sur une pression constante et un positionnement astucieux, contraignant l'adversaire à défendre sur plusieurs fronts. Optimisée pour affronter des listes similaires grâce à des choix comme les équipes de mortiers, la liste prouve sa polyvalence en neutralisant une variété d'adversaires. Bien que le joueur ait finalement cédé en finale, son parcours jusqu'à ce stade invaincu témoigne de l'efficacité de cette configuration. C'est une liste qui redéfinit la manière de dominer le champ de bataille, une chose à suivre de près pour les semaines à venir. Alors, bravo! À la 3e place, nous retrouvons notre champion 2024 des Worlds d'Atlanta, Holger Pyles, et son Adeptus Custodes dans le tout nouveau détachement Fer de Lance Solaire. Dans les personnages, on commence avec un champion des lames, équipé de l'optimisation Adamantine Talisman, un Dreadnought Télémon en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation Augury Uplink. Pour ce qui est des autres unités, nous allons avoir une unité de 4 Sentinelles Custodianes, 2 unités de 4 Prosecutors, 2 Caladius Grave Tank, 2 Télémon Dreadnought et bien sûr 3 vénérables Dreadnought Contemptors à chaque fois équipés du Multi-Melta. Folger propose une liste Custodes redoutable, conçue pour dominer à la fois les duels à distance et les combats rapprochés. Cette configuration se distingue par sa capacité à exercer une pression constante grâce à une combinaison astucieuse de Dreadnought vénérables, de tank Caladius et d'un champion des lames. Les Dreadnought vénérables jouent un rôle central, offrant une menace persistante, grâce à leur capacité à se relever après leur première destruction. Ce détail complique grandement la gestion des priorités pour l'adversaire. Il doit décider s'il est prêt à risquer des pertes en mêlée face à leur capacité de combattre en mourant. Les Télémons, quant à eux, exploitent leur mobilité et leur toute nouvelle aptitude via le stratagème Instoppable, leur permettant d'ignorer les murs pour exercer une pression rapide forçant l'ennemi à réagir plutôt qu'à planifier. Pour contrer les armées qui préfèrent rester à distance, les Caladius offrent une puissance de feu à longue portée, tandis que le champion des lames, équipé de l'exceptionnel talisman adamantin, punit sévèrement toute unité qui ose s'aventurer trop près. Cette polyvalence, soutenue par une uniformité dans le profil des cibles, fait de cette liste une menace impressionnante pour les armées basées sur des unités blindées. Bien qu'une version de cette liste ait expérimenté l'intégration des motos améliorées, Folger a choisi de rester fidèle à une approche axée sur les blindages, renforçant ainsi l'uniformité de la stratégie et réduisant les faiblesses potentielles. En résumé, cette liste ne laisse que peu de répit à ses adversaires, forçant à jouer sur la défensive en s'assurant de maintenir un contrôle total du champ de bataille. Alors félicitations à Folger pour cette performance et pour avoir prouvé une fois de plus que les Custodes peuvent briller dans un méta exigeant. À la seconde place, nous aurons une liste Ultramarines dans le détachement Iron Storm. Dans les personnages, on commence avec un lieutenant avec armes combinées qui aura l'optimisation Master of Machine War. À cela on rajoute Marneus Calgar et Roboute Guilliman en tant que seigneur de guerre. Du côté des unités de ligne, on va avoir une simple unité de 5 intercessors. Et pour le reste, 3 Ballistus Dreadnought, une unité de héros de compagnie, une seule unité de 5 incursors, une unité de 5 scouts, un Storm Speeder Hammer Strike, et on finit avec 3 Vindicators. La liste démontre la puissance brute des Ultramarines avec une deuxième place invaincue, mettant en avant la perfection du stat check Space Marine. Construite autour de Roboute Guilliman, cette armée repose sur 6 plateformes de tir surboostées capables de réduire en cendres tout ce qui se trouve sur leur chemin. Avec l'Iron Storm, les Vindicators et d'autres unités accèdent à des bonus meurtriers comme le plus 1 pour blesser du Serment de l'Instant, tandis que des stratagèmes tels que Mercy's Weakness permettent de faire disparaître des cibles en un seul instant. Mais cette liste ne se limite pas à l'offensive.
Avec des sauvegardes à 2+, et une capacité de contre-charge redoutable grâce à Guilliman, elle est également conçue pour encaisser des assauts ennemis. La combinaison de puissance de feu, de durabilité et de polyvalence en font une arme redoutable sur le champ de bataille. Simple dans son exécution, mais implacable dans ses résultats. Cette configuration montre que les Ultramarines restent une force dominante du méta actuel. Alors félicitations pour ce classement. Sur la plus haute place du podium, en première position, nous aurons une liste d'Archangel dans le détachement Vanguard. Dans les personnages, l'éternel Azrael en tant que seigneur de guerre, un archiviste en armure Terminator avec l'optimisation de la lame plantée, et enfin un tech marine. Pour ce qui est des autres unités, nous aurons 2 unités de 5 intercesseurs d'assaut avec leurs réacteurs dorsaux, une grande unité de 6 centurions dévastateurs avec les missiles tétons et les canons laser jumelés, une seule unité de chevaliers des swings, une unité de 6 compagnons du cercle intérieur, 2 prédateurs destructeurs, 2 unités de 5 scouts et 2 vindicators. Alors que les Ultramarines et leur légendaire robot de Guilliman accaparent actuellement l'attention grâce à des listes optimisées autour du tir et de bonus offensifs tels que le +1 pour blesser du serment de l'instant. Cette liste d'Archangel ne pouvant profiter de ces bonus, contrairement aux Ultramarines, a surpris tout le monde avec une configuration Vanguard, rappelant des stratégies de l'ancienne méta. Cette liste mise sur des centurions capables de bondir depuis la réserve stratégique et d'y repartir grâce au stratagème tactique de guérilla, appuyé par des unités de mêlée typiques des Dark Angel, comme les imposants chevaliers des swings infiltrés. Alors pourquoi ce choix dans un méta en pleine transformation? 2 éléments se dégagent. Tout d'abord, dans un environnement compétitif encore incertain, où de nombreux joueurs testent de nouvelles synergies, miser sur une stratégie agressive capable de submerger l'adversaire dès les premiers tours est un pari gagnant. Les chevaliers des swings sont parfaits pour ce rôle, résistants et capables de verrouiller l'ennemi sur le champ de bataille. Ensuite, la diminution de la puissance de l'armure du mépris renforce la valeur de la couverture offerte par le détachement Vanguard. Dans un environnement compétitif où les adversaires sont moins préparés à gérer les sauvegardes à 2+, renforcées par des bonus de couvert, des unités comme les Vindicators et les Centurions remportent une pertinence renouvelée. Le tout est complété par Azrael et ses compagnons du cercle intérieur agissant comme une unité de contre-attaque, tout en restant un précieux générateur de points de commandement. Cette liste est parfaitement adaptée à l'état actuel du méta, en remportant un trophée majeur. Reste à voir si ce style s'imposera durablement ou si les Ultramarines reprendront le dessus avec des configurations optimisées. Quoi qu'il en soit, félicitations pour avoir prouvé que les Dark Angel ont encore de nombreux atouts à faire valoir. Passons désormais aux listes en vrac avec celles ayant remporté un tournoi. Voici une autre version du détachement tête de pont de l'Astra Militarum. Dans les personnages, le grand traditionnel, triple unité de Militarum Tempestus Command. La première sera seigneur de guerre, la seconde aura le projecteur Suaire et le dernier le Classvox Bombast. À cela on va rajouter 2 tanks commandeurs et Ursula Creed. Côté unité de ligne, on aura quelques différences. Une unité de troupes de choc cadiennes, 2 unités de combattants des jungles de Katachan et 4 unités de Ditempestus. Côté transport dédié, on commence avec 2 Taurox et 1 Taurox Prime. Pour le reste, très simple aussi, une unité de Disatilan Rough Rider et 2 unités d'Aquilon Tempestus. Le détachement continue de briller dans l'environnement compétitif actuel, mais cette fois, l'approche purement axée sur l'infanterie laisse place à une version plus équilibrée, intégrant des tanks commandeurs pour apporter une puissance de feu directe sur le champ de bataille. Ce choix est assez audacieux, mais reste mesuré, car il illustre la capacité des joueurs à adapter leur liste pour répondre aux menaces variées dans le compétitif. Cela permet également de diversifier les angles d'attaque, ce qui est crucial face à des adversaires capables de bloquer efficacement les infiltrations ou de contrecarrer les déploiements massifs d'infanterie. En d'autres termes, ces tanks ne sont pas seulement des plateformes de tir redoutables, mais aussi un outil pour équilibrer les faiblesses inhérentes au spam d'infanterie. Ce type de variation pourrait bien devenir le nouveau standard des listes tête de pont. Bien que cette approche reste encore rare parmi les meilleures configurations, elle montre un potentiel indéniable. Donc félicitations pour avoir non seulement conçu une liste innovante, mais aussi démontré sa redoutable efficacité sur le terrain. Nous passons à une liste Necron dans le nouveau détachement Arsenal Brisast. Dans les personnages, on commence avec Imhotep, The Stormlord, un tétrarque avec le suaire de translocation, je dirais en anglais. Bref, en tout cas, il aura l'optimisation Dread Majesty. À cela, on rajoute un Technomancer avec l'optimisation Chrono Impedance Field. Et bien sûr, dans ce détachement, le roi silencieux en tant que seigneur de guerre. Côté unité de ligne, on aura 2 unités de 5 immortels. Pour le reste, l'araignée Canoptech, une grosse escouade de 6 spectres Canoptech, 2 arches du jugement dernier, une unité de 5 dépeceurs, une seule figurine de Locust
Locust Destroyer, une unité de 3 Locust lourds Destroyer avec les Ghost Destructeurs, et enfin une unité de 10 factionnaires équipés d'épées et de boucliers. Sans surprise, on en parle beaucoup, Brisastre continue de prouver sa domination en tant que détachement de référence pour les Nécrons, avec des unités clés telles que le Roi Silencieux et les Arches du Jugement Dernier, enrichis par un éventail impressionnant d'améliorations supplémentaires. Cette liste s'impose comme une puissance centrale difficile à contrer. Mais ce qui distingue réellement ce détachement, ce n'est pas seulement l'efficacité de ses choix évidents, mais la manière dont le détachement améliore l'ensemble de l'armée. Des ajouts comme les Locust lourds Destroyer, parfaits pour résoudre les menaces spécifiques. Cependant, son véritable attrait réside dans sa capacité à donner un nouveau souffle à des unités parfois négligées. Les Spectres, par exemple, reviennent en force en tant qu'unité résiliente, surtout avec leur petite baisse en points que certains n'ont pas dû voir. Tandis que les factionnaires atteignent un tout autre niveau, grâce à des outils tels que le mouvement réactif, le plus 1 pour blesser, sans oublier les auras de relance. Cette polyvalence dans le choix des unités de l'armée promet une grande variété dans les prochaines semaines à mesure que le méta évoluera. L'approche du détachement Brisastre s'adapte non seulement aux menaces actuelles, mais offre aussi un potentiel d'ajustement impressionnant. Bravo pour cette performance qui redéfinit le potentiel des Nécrons. Allez, chers confrères de la Deathwatch, j'ai une petite pensée pour vous. Voici une liste décrochant une première place dans le détachement d'origine Black Spear. Dans les personnages, on commence avec un capitaine en réacteur d'Orso, en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation du tome d'Ectoclad. À cela, vous rajoutez un judiciaire avec lui aussi une optimisation Thief of Secret, et un Watchmaster avec l'optimisation Beacon Angelis. Du côté des unités de ligne, on aura une grande unité de 10 vétérans de la Deathwatch, ainsi qu'une escouade de 5 intercesseurs. Pour ce qui est des autres fiches techniques, nous rajoutons 2 unités de 5 incursors, 2 unités de 10 Indomitor Kill Team, c'est pour ça que j'ai simplement mis les Eradicators pour y faire référence, une unité de 5 Sternguard vétérans, et pour finir, 2 unités de Talon Strike Kill Team, là aussi pour y faire référence, j'ai simplement mis les Inceptors. La Deathwatch, après une période de discrétion, revient en force sur la scène compétitive grâce au retour de leur index. En combinant les unités Indomitor et les toutes nouvelles Talon Strike, cette armée se transforme en une force d'infanterie mobile, redoutable à la fois en tir et en mêlée. Chaque unité, avec son mélange unique de figurines, offre une polyvalence dévastatrice et pourrait facilement être sous-estimée par des adversaires non préparés. L'un des points forts dans cette liste réside dans la synergie entre le stratagème Kraken Rounds et les unités de Talon Strike. Lors de leur déploiement, ces unités peuvent projeter une puissance de feu incroyable grâce au Plasma Exterminator, atteignant des valeurs de PA-5. Ce qui fait que cette combinaison est idéale pour neutraliser les tanks avec des sauvegardes à 2+. Comme on a pu le voir précédemment dans les autres listes, c'est une caractéristique de sauvegarde très présente. Donc cela en fait une réponse parfaitement calibrée face aux menaces blindées dominantes. Mais ce n'est pas tout, la liste utilise astucieusement les outils à sa disposition pour maximiser la flexibilité de son armée. L'arrivée précipitée gratuite sur la grosse unité de vétérans Deathwatch grâce au Beacon Angelis permet de repositionner l'unité en réponse au mouvement ennemi. De plus, l'intégration d'un judiciaire dans une unité de Sternguard crée une menace de mêlée qui complique sérieusement les plans de charge adverse. Au bord premier, la relance des jets pour blesser si vous êtes sous serment de l'instant, etc. Cette approche illustre la résurgence de la Deathwatch comme une force à surveiller de près. Après une absence prolongée, ils reviennent dans le jeu avec un style et une efficacité impressionnantes. Alors mes félicitations pour avoir démontré tout le potentiel de cette faction. C'est un véritable retour en grâce pour les chasseurs de Xenos. On finira avec une liste tôt dans leur tout nouveau détachement cadre auxiliaire. Beaucoup n'y ont pas cru à la sortie du détachement. Certains l'ont même rangé dans les parties du dimanche midi. Alors qu'à titre personnel, je lui ai trouvé beaucoup de potentiel. Et je suis ravi quand les résultats de tournoi me donnent un peu raison. Allez, bref de taquinerie, passons à la liste. Dans les personnages, on commence avec la commandeur Shadowsun en tant que seigneur de guerre. À cela on rajoute un commandeur Colstar qui sera équipé d'un cyclique Ion Blaster, de son canon burst spécial et 2 missiles pod. À cela on rajoute un éthéré et une petite équipe Farsight avec l'optimisation Admired Leader. Pour ce qui est des autres unités, on va avoir 2 unités de 10 crews de carnivores, une unité de 10 cibleurs, 2 unités de 3 stealth, 3 unités de V-Speed, 2 unités de 3 Crutox Rampager, une unité de 5 chiens croûte, une unité de 2 broadside, une unité de 3 Crisis Fire Knife, une Ghost Kill, 2 Hammerhead et enfin un Skyray. Oui, ça fait beaucoup. Les taux, revitalisés par leur détachement cadre auxiliaire récemment introduit, ont montré leur efficacité en remportant une victoire décisive face au Space Wolf, champion de Russ, avec une mission exigeante comme rituel. Favorisant une montée en puissance progressive du scoring, le détachement taux a su briller en exploitant des unités polyvalentes.
Le rôle clé des V-Speed utilisé comme flipper d'objectifs grâce à l'aptitude Admired Leader permettant de retourner des situations tout en offrant une solution économique mais performante pour marquer des points de primaire. Couplé à la nouvelle capacité des taux à interagir en phase de combat avec des options comme les Krutox Rampager pour contre-attaquer ou le stratagème Interlocking Maneuvers pour se retirer après avoir absorbé des dégâts, fait que cette armée a montré une résilience et une adaptabilité inédite. L'architecte de cette victoire a également su maximiser l'impact de l'équipe du Firesight, une unité d'infiltration et d'agents solitaires complétant parfaitement les outils du cadre auxiliaire. Ce choix a renforcé la protection des ressources de l'armée en se combinant parfaitement avec la capacité du détachement Localized Stealth Projector, perturbant ainsi les plans adverses. Avec cette victoire, les Tau affirment leur retour sur le devant de la scène compétitive, prouvant que leur nouveau détachement n'est pas seulement une mise à jour, mais une refonte tactique redéfinissant leur approche des affrontements. Bravo aux joueurs pour cette prestation magistrale qui illustre le potentiel des Tau dans le méta actuel. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame. Tu dis que Bjorn peut traverser les figurines. Il me semblait que les véhicules ne pouvaient pas traverser les figurines alliées lors de la phase de mouvement ou de charge. Tout d'abord, nous avons une petite précision dans le document créé par Immortus de la FEC, dans le document Bien appliquer les règles V10, qui nous précise un petit paragraphe par rapport au mouvement. La mention « Une figurine peut traverser des figurines alliées lorsqu'elle se déplace » s'applique à tout type de mouvement. Mouvement normal, d'avance, de désengagement, de charge, de mouvement d'engagement, de consolidation, etc. Bien sûr, les véhicules et les monstres ont des restrictions supplémentaires. Les figurines qui volent ont des exceptions supplémentaires aussi, etc. Ensuite, nous avons tout ce gros paragraphe dans le livre de règles, que l'on appelle régulièrement le Core Rules, les règles principales. Alors, on va nous donner quelques précisions sur les types de mouvements dans le premier paragraphe. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le gros pavé qu'on a à la fin. Each time you move a unit. Donc, je vais tout simplement le lire et vous expliquer en même temps. Même si je prévois de faire un live qui est dédié à tout le Core Rules au complet, en prenant phase par phase, et en vous expliquant tout ça petit à petit. Donc soyez patients, de nombreuses vidéos vont arriver pour vous expliquer plus précisément les règles. En tous les cas, je vais lire ce petit paragraphe et je vais vous l'expliquer en même temps. Donc, à chaque fois qu'une unité fait un mouvement, vous pouvez bouger n'importe quelle figurine que vous le souhaitez. Le joueur contrôlant choisit l'ordre dans lequel il va bouger ces figurines. À chaque fois que vous bougez une figurine, autre qu'une figurine qui est restée stationnaire, évidemment, parce que lorsque vous êtes stationnaire, vous ne bougez pas, vous restez immobile. Vous pouvez bouger à travers le champ de bataille dans n'importe quelle combinaison de lignes droites et de pivots. Pour le pivot, les lignes droites, en fonction des types d'unités, ça peut changer. Mais là, on reste vraiment sur le basique. Lorsque vous faites le mouvement, aucune partie du socle ne peut bouger à travers une figurine ennemie ou sortir d'un bord du champ de bataille. Il peut être bougé à travers les figurines amies, mais ne peut pas finir son mouvement par-dessus une autre figurine. Donc clairement, vous n'avez pas le droit de traverser le bord du champ de bataille pour vous retrouver en dehors du champ de bataille, et vous n'avez pas le droit de traverser la figurine ennemie. Vous allez le voir dans de futures vidéos, mais vous pouvez traverser la portée d'engagement d'une figurine ennemie à partir du moment que vous ne finissez pas un mouvement normal, par exemple, dedans. Il n'y a que le mouvement de charge qui vous le permet avec le mouvement d'engagement, de consolidation et les mouvements de surge, les mouvements d'élan en français. Voilà, j'essaie vraiment de réduire pour que cette partie soit assez courte, mais je reviendrai bien plus dans les détails dans les grandes vidéos qui arriveront dans un futur proche. Je n'ai pas de date précise. Et on vous demande surtout, il ne faut pas finir
par-dessus une figurine. Et là, la figurine, qu'elle soit amie ou ennemie, hein, c'est juste figurine. Maintenant, on va vous donner une petite exception. The only exception. La seule exception, cela, c'est quand vous bougez une figurine monstre ou véhicule, de telles figurines ne peuvent pas traverser d'autres figurines monstres et véhicules amis et doivent bouger en les contournant à la place. Dans l'exemple du commentaire, on sait que Bjorn, qui est un Dreadnought, donc un véhicule marcheur, donc véhicule, ne peut pas traverser de figurines qui sont elles-mêmes monstres ou véhicules. Vous avez le droit de traverser des figurines qui ne sont ni véhicules ni monstres. Par exemple, une unité d'infanterie, une unité montée, vous pouvez la traverser, une unité bête, une unité nuée, etc., etc. Mais à partir du moment où vous avez le mot-clé monstre ou véhicule, vous ne pouvez pas traverser ce type d'unité-là, si vous êtes vous-même monstre et véhicule. Donc cela implique que, dans le sens inverse, une figurine d'infanterie montée, nuée, bête, etc., peuvent, elles, traverser des figurines qui sont de type monstre ou véhicule amis. C'est friendly, monster or vehicle models. Donc, véhicule contre véhicule, pas possible. Infanterie contre véhicule, c'est possible. Véhicule contre infanterie, alors quand je dis infanterie, c'est autre que monstre et véhicule, évidemment, c'est possible. Et on finit ce paragraphe en nous disant, quand une figurine, en excluant les figurines véhicules qui n'ont pas le mot-clé marcheur, est bougée en ligne droite, elle peut être bougée à travers n'importe quel espace que son socle peut traverser. Mais il ne peut pas finir un mouvement n'importe où la figurine ne peut être placée. En gros, si vous finissez dans un mur, c'est pas possible. Je pense que vous avez compris. Donc, pour répondre à la question, Bjorn, qui est une figurine véhicule, dans mon exemple, j'avais mis, je crois, des Wulfen, donc du coup, c'est une unité infanterie. Donc, une unité ennemie qui charge mon unité de Wulfen qui est infanterie. Si Bjorn a l'espace pour pouvoir traverser les Wulfen sans traverser de figurines ennemies, il peut effectuer une intervention héroïque. Ou même s'il y a un petit espace entre deux Wulfen en fonction de la cohésion d'unité de 2 pouces, si vous pouvez arriver à portée d'engagement de l'unité ennemie qui a chargé vos Wulfen sans forcément traverser votre propre unité d'infanterie, mais en arrivant à portée d'engagement de l'unité ennemie, vous pouvez faire aussi votre intervention héroïque. Les deux choses sont possibles. Donc oui, vous pouvez mettre une unité que vous pouvez légalement traverser d'après les règles avec une figurine monstre ou véhicule, pouvoir faire du coup une intervention héroïque, parce qu'une intervention héroïque, c'est quoi? C'est un mouvement de charge. Et que nous disait le petit paragraphe de la FEC sur les mouvements? Lorsque vous faites un mouvement de charge, avance, engagement, consolidation, etc., c'est possible.